Nous ne sommes pas uniquement là pour avoir des REX, mais on est au cœur d'un REX aujourd'hui, d'un retour d'expérience. Pourquoi? Parce que j'ai le plaisir d'accueillir pour ce retour d'expérience Grégory Van Gruvenage, donc responsable technique des démonstrateurs de Junia. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et Michael Hutin, directeur général d'Ambismart, et par ailleurs aussi ingénieur bâtiment intelligent. On va voir ce que ça veut dire exactement au travers de ce retour d'expérience. Donc là, on change un petit peu de casquette. On vient d'avoir une vision transversale, globale de la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Concrètement, un retour d'expérience, c'est une opération concrète, lancée, en cours, livrée, peu importe, vous allez nous dire pourquoi. Et donc, on va comprendre avec vous que l'école Junia, aujourd'hui, le campus, globalement, place le BIM au cœur du système d'information des bâtiments, avec des enjeux de transition énergétique et de performance. On va vous donner une zapette qui vous permettra d'animer la présentation. Voilà, ah bah, elle se trouve là. Voilà. Pour avancer, c'est là. Donc, je vais moins intervenir qu'avant parce que je parle beaucoup. L'idée, c'est que on souhaiterait comprendre avec vous, dans les grandes lignes, présentez-nous de quelle opération on va parler. On est dedans, petit spoiler, on est dedans, voilà aujourd'hui. Pourquoi le BIM a été utilisé pour cette opération? Quels étaient les objectifs visés? Sont visés encore aujourd'hui, je vais parler au présent. Comment ça s'est déroulé? Voilà, le cœur du réacteur, finalement, quelles méthodes, quels outils, quel processus collaboratif, quelles données. Et puis alors, le REX ne serait pas un REX si vous ne pouvez pas partager avec nous un retour d'expérience, un regard un peu critique sur qu'est-ce qui a bien fonctionné, quels sont les avantages que vous avez pu constater, et puis les difficultés rencontrées, afin que les gens qui sont ici, les participants avec nous aujourd'hui et connectés sur la live stream, puissent en tirer des enseignements pour leur propre dynamique BIM. Je vous laisse la parole, on va lancer la présentation tout de suite, et puis je me permettrai un ou deux rebonds parce que je ne peux pas m'empêcher. Merci. Présentez-vous tout d'abord en quelques mots. Grégory Van Gruvenage, donc je suis le responsable technique des démonstrateurs. Junia, pour expliquer rapidement ce qu'est un démonstrateur, Junia souhaite et a souhaité utiliser ces bâtiments comme démonstrateurs de solutions technologiques et techniques dans le cadre de diverses opérations comme les smart buildings, comme les smart grids, comme les démonstrateurs de l'agriculture urbaine ou encore de l'usine 4.0, sont vraiment des démonstrateurs qui sont au cœur de notre campus et que l'on souhaite développer et que l'on souhaite partager avec des industriels, avec des professionnels du secteur, pour dire de vraiment pouvoir les accompagner dans l'innovation. D'accord. On ne va pas dévoiler le vrai, parce que je fais beaucoup de teasing depuis tout à l'heure. Ambismart, vous intervenez, Michael Hutin, sur quel type de projet et avec quelle valeur ajoutée? Donc moi, Michael Hutin, je suis fondateur et gérant d'Ambismart, donc qui est un bureau d'études spécialisé en bâtiments intelligents. Et là, je vais vous parler notamment de la mission de Master System Integrator, qui est un nouveau métier qui a été notamment très déployé au sein de Junia et qui effectivement est au cœur du sujet du BIM et de la donnée dans le bâtiment. On y va. Quel projet? Comment? Pourquoi le BIM? Comment? C'est à vous. Allez-y. On va lancer la présentation. Merci. Alors, quel projet? C'est le projet du Smart Building au sein d'HEI. On a souhaité... voilà, parfait. On a souhaité lancer en 2018 toute une transformation de ce bâtiment pour pouvoir intégrer le Smart Building en alliant les maquettes numériques, mais aussi la gestion globalisée des équipements du bâtiment. C'est un processus qui a été réalisé conjointement avec Engie Axima et la BIM Factory pour la création de la maquette numérique. Ambismart en tant qu'intégrateur de solutions smart et la société Pouchin qui a été l'intégrateur GTB de la solution. GTB? Gestion technique des bâtiments. L'idée par là, en fait, c'était de se dire, on a des process GTB, on a du BIM, et comment est-ce qu'on peut réussir à allier les deux pour maximiser l'efficacité dans l'exploitation du bâtiment. Notamment énergétique. Et notamment énergétique, mais dans l'utilisation générale du bâtiment.
Alors, comme je le disais, donc c'est une opération donc, qui a été commencée en 2018, qui a été livrée en janvier 2020. On a créé la maquette numérique à partir de plans DOE suite à la rénovation du bâtiment qui avait eu lieu dans les années 2015 à peu près. Et on s'est basé donc sur 3 maquettes, une maquette structure, une maquette CFA-CFO et une maquette CVC. J'ai besoin de comprendre, moi, les acronymes. Et montrez-nous lesquels c'est. Alors. La maquette structure, donc c'est plutôt, là, c'est plutôt une maquette dynamique là qu'on voit, mais c'était vraiment la structure du bâtiment avec toutes les parties structurelles, les murs, les fenêtres, les toitures, et ainsi de suite. Une maquette CVC qu'on voit en bas à gauche, sur lequel on retrouve tous les réseaux CVC, donc chauffage, ventilation, au sein du bâtiment. Et une maquette CFA-CFO sur lequel notamment on retrouve toute la partie prise de courant, éclairage, tableau divisionnaire, TGBT, et ainsi de suite. Tous les points, tous les nœuds de passage électrique, énergétique. Alors si on parle du bâtiment d'HEI, on parle d'un bâtiment global de 14 427 m². Donc c'est quand même une surface qui est assez conséquente. Et c'était notre première opération BIM, donc on se lançait dans l'inconnu dans les années 2018, qui étaient aussi des années de début des process BIM. Et c'est une opération qui, donc, juste pour la maquette, qui nous a coûté 42 000 €, ce qui fait à peu près 3 € du mètre carré. Ok, c'est pas mal sur le marché lillois. Non, je rigole. Allez, enchaînez. Alors là, on peut voir une petite représentation, on va dire numérique de notre campus, donc sur lequel on va retrouver les bâtiments d'HEI qui se retrouvent en bas à gauche, les bâtiments de l'ISA, la résidence Albert-Legrand, le Palais Rameau qu'on voit tout en haut, et juste en dessous une future opération de ce qu'on appelle nous l'île au Colson. Et toute la partie BIM et GC Smart Building qui a été réalisée sur le bâtiment d'HEI, ça a vraiment été l'élément démonstrateur pour vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tester des solutions qu'on allait déployer dans les autres bâtiments de notre futur campus. Et donc, comme ce qui a été dit sur la table ronde précédente, là on passe du Smart Building pour aller vers un Smart Campus et vraiment essayer de globaliser toutes les données, que ce soit de données d'utilisation des bâtiments, température, consommation, ainsi de suite, sur l'ensemble du périmètre du campus. Donc là, on va parler spécifiquement du bâtiment dans lequel on est aujourd'hui chez HEI. Exactement. S'il vous plaît, la slide. Alors pourquoi le BIM ? Pourquoi le BIM ? On voulait avoir du BIM dans notre opération parce que comme ce qu'on voulait réellement faire, c'était pouvoir mixer le BIM et les solutions de gestion technique de bâtiment. L'idée, ce qu'on voit trop régulièrement, c'est des maquettes BIM qui sont créées en phase conception, mais qui ne sont pas exploitées dans toute la partie exploitation du bâtiment. Et donc, pour pallier à ça, on souhaitait vraiment allier un niveau dynamique de la maquette pour pouvoir afficher directement sur cette maquette l'ensemble des informations dynamiques pour dire de pouvoir gérer l'exploitation d'une manière différente. Là, typiquement, on peut voir sur l'image du dessus les zones dans le bâtiment où il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes et des fenêtres qui étaient fermées. En dessous, sur l'image du bas, on va retrouver les zones où il y a des personnes dans les pièces ou si les pièces ne sont pas occupées. Et puis on voit des gradients de température aussi suivant les pièces. Là, c'est directement une information de température qui est vraiment dynamique en fonction des températures dans la pièce.
Cette création de maquettes BIM et d'associations en Smart Building, c'était aussi pour pouvoir développer à terme des services dédiés aux usagers, dédiés à l'exploitant, dédiés aux gestionnaires, puisque on a, comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre d'informations qui sont capitalisées dans les maquettes, dans les structures GTB, et qu'on n'exploite pas suffisamment de manière transversale pour dire de pouvoir apporter de la plus-value à ces données. Très bien. Je ne sais pas si, Mickaël, tu veux compléter un petit peu dessus. Non, sur cette partie-là, je suis en phase. Je vais plutôt me concentrer sur les aspects techniques qui arrivent juste après. Ouais, le cœur ça m'intéresse aussi, hein, les aspects techniques. Alors, on a compris le pourquoi, les objectifs. Finalement, le comment, finalement, on va y arriver assez rapidement. Hop, alors pour finir, c'était la petite information par rapport à ce qu'on peut retrouver dans nos maquettes BIM. Donc comme je disais, c'est une maquette qui a été recréée à partir de plans DOE, donc on avait quand même une perte d'informations par rapport au début. Mais on a quand même essayé de structurer suivant la norme IFC, avec justement une structuration par type de matériaux, avoir les informations de fabricants, les modèles, les localisations dans l'espace, les domaines de rattachement type CVC, ELEC, sécurité, et pouvoir aussi avoir les liens avec les fiches techniques. Donc je me promène dans la maquette, je vulgarise, hein, hop, sur chaque élément, je vais pouvoir retrouver ces informations-là attachées. D'accord. Voilà, alors chez nous, la maquette a été créée en Revit et on exploite le côté dynamique avec le logiciel TEIA de chez Stéréographe. Donc là, c'est moi qui vais prendre un petit peu le relais sur l'aspect un peu plus technique, qui n'est pas d'ailleurs spécifique à ce bâtiment, mais qui est plutôt un contexte général dans lequel les bâtiments du campus Junia s'intègrent bien. Globalement, à partir du moment où on veut compléter, si je puis dire, les données de la maquette numérique avec des données plus dynamiques, on va effectivement devoir gérer un certain nombre de choses supplémentaires. Et en particulier une entropie très forte qui est liée à un certain nombre d'équipements qui cohabitent au sein du bâtiment, qui sont associés à des métiers, donc notamment les métiers du process, parce qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui ont des process. Donc là, par exemple, si je prends les bâtiments de l'ISA, il y a des laboratoires qui est un process bien particulier, qui a des équipements bien particuliers, avec des protocoles de communication bien particuliers, avec des modèles de données qui sont bien particuliers. Là, sur lequel on s'est principalement consacré pour le moment sur le bâtiment de Junia, c'est les équipements de confort, donc qui sont un petit peu plus familiers des gens du bâtiment, puisque dedans on va retrouver tous les équipements associés au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à l'éclairage, à la distribution électrique également, tout ce qui est également lié à la connectivité, puisque aujourd'hui dans un bâtiment, vous avez ce qu'on appelle le 5e fluide, de plus en plus, qui est effectivement l'aspect connectivité, qui est de plus en plus essentiel dans les bâtiments, et quels que soient d'ailleurs les usages. Vous avez également les équipements mobilité, alors là qu'on n'a pas du tout modélisé au sein de Junia, mais qui sont associés à toute la partie ascenseur, élévateur, etc., qui peuvent se retrouver dans certains bâtiments. Et enfin, la dernière partie, vous avez la partie des équipements de sécurité, où effectivement, dans un bâtiment, vous avez un certain nombre d'équipements de sécurité qui cohabitent et qui permettent, par exemple, de sécuriser contre les intrusions, de sécuriser les accès, donc avec des systèmes de badge ou de cartes ou autres, et également tout ce qui est lié à la sécurité incendie. Donc l'ensemble de ces équipements, aujourd'hui, forment, on va dire, généralement des verticales, ce qu'on appelle des silos, avec chacun un tas de données qui sont enfouies, qui sont d'ailleurs très très riches, très intéressantes ces données enfouies, mais qui effectivement pour pouvoir les valoriser, il y a la nécessité de les connecter. Donc d'abord il y a une première couche, donc la couche juste au-dessus, qui est la couche devices, donc d'ailleurs qui n'a pas vraiment sa traduction française, et qui consiste à pouvoir connecter ces équipements, donc avec des capteurs, avec des actionneurs, avec des contrôleurs, avec des réseaux. Donc effectivement il y a toute cette couche de connexion qui doit être maîtrisée pour pouvoir bénéficier de ces données. Donc ensuite, effectivement, toute cette entropie de connexion et d'équipement forme du coup un petit peu un grand bazar, hein, si je puis dire. Et il y a du coup une brique qui commence à apparaître de plus en plus dans les bâtiments, et notamment quand on a une logique de multi-bâtiment, ce qu'on appelle le Building Operating System, qui a pour vocation du coup de collecter ces données et de les transformer sur un modèle unique et compréhensible, dans lequel clairement du coup la maquette BIM joue un rôle central, puisqu'elle est là justement pour donner un sens, que le chauffage vienne d'un bâtiment 1 ou d'un bâtiment 2, il va s'appeler pareil, il va être modélisé pareil, et du coup il va être compréhensible de la même manière. Donc effectivement on a cette partie Building Operating System qui aujourd'hui est une brique
qui est de plus en plus souvent mis dans les bâtiments, et notamment pour l'instant plutôt dans les gros bâtiments ou dans des logiques de parc, mais progressivement qui est en train de descendre effectivement, notamment dans la logique de parc, sur des bâtiments de plus en plus petits. On peut très bien aujourd'hui mettre un building operating system sur un vestiaire de foot pour une petite ville par exemple. En parallèle du building operating system, il y a une autre brique qui peut être mise en œuvre dans certains cas, qui est le data lake. Donc ça c'est un concept qui est très développé en informatique et qui consiste, en plus de pouvoir mettre un connecteur entre effectivement l'entropie des données du bâtiment, des données mesurées dans le bâtiment et des services informatiques, un stockage qui permet du coup de pouvoir bénéficier de la donnée passée et d'indexer les données et du coup d'avoir un certain nombre de services qui s'y connectent. Et donc ça me permet d'arriver sur la couche la plus élevée, la couche de services, où là effectivement vous avez, à partir du moment où vous avez les données, d'ailleurs que ce soit les données de la maquette BIM ou les données effectivement des équipements, vous pouvez déployer un certain nombre de services. Donc on a parlé tout à l'heure par exemple des services d'analyse qui permettent de favoriser les prises de décision. Donc effectivement je connais l'état de mon patrimoine, je sais comment il a fonctionné, je sais comment il est composé, et à partir de là effectivement je vais pouvoir améliorer mes prises de décision. Je peux avoir des services autour de la planification, ça c'est très essentiel, et notamment sur des bâtiments comme celui-là dans lequel il y a une occupation qui est très discontinue. Il y a des salles de cours qui sont plus ou moins occupées, et du coup le fait de planifier davantage ça permet notamment sur le levier énergétique d'avoir clairement un très gros levier, mais également sur le levier occupation des espaces. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, c'est à la fois consommer le moins d'énergie possible, mais c'est aussi augmenter son facteur d'occupation. Plus le bâtiment est occupé, mieux il est occupé, moins il consomme d'énergie, et également d'un point de vue foncier, plus il est rentable. Forcément. Ça veut dire que ça permet de repenser, de réimaginer l'usage de certains espaces, leur modularité, leur fonction. Tout à fait, et le partage également, puisque effectivement de plus en plus on parle de bâtiments qui sont partagés, dont les usages vont pouvoir évoluer au cours de la vie, soit sur des cycles courts, soit sur des cycles longs. Effectivement, le fait d'avoir ces données qui sont disponibles en temps réel, ça permet effectivement de favoriser du coup les applications de partage. Ensuite, on a tout l'aspect également en termes de services sur l'optimisation, puisque vous pouvez effectivement modifier les paramètres et optimiser du coup les paramètres du bâtiment, donc notamment le fonctionnement du chauffage, le fonctionnement de la ventilation, le fonctionnement de l'éclairage, pour assurer à la fois un niveau de qualité de l'air, un niveau de performance environnementale le plus élevé possible. Et vous pouvez, et ça c'est vraiment un aspect essentiel de la démarche, on va dire, de système d'information du bâtiment, c'est pouvoir partager ces informations. Parce qu'aujourd'hui, ces informations, la valeur de la donnée par rapport à tout autre type de ressources, elle se crée via le partage. C'est la philosophie du BIM un peu. C'est la philosophie du BIM, effectivement. Et là, finalement, l'objectif, c'est d'associer au BIM la partie, effectivement, données collectées sur les différents équipements du bâtiment. Et donc, derrière, à partir de ces grandes logiques de service, il y a effectivement un tas de verticales métiers qui peuvent être déployés. Et c'est ça aussi toute la logique du système d'information du bâtiment. C'est que je peux avoir des verticales autour de la maintenance du bâtiment, autour de la gestion énergétique du bâtiment, autour de la gestion des espaces du bâtiment, autour de la gestion de toute la partie bien-être, qui aujourd'hui est de plus en plus effectivement centrale dans les organisations, et notamment après l'après-Covid. Le retour, on va dire, au travail nécessite des bâtiments dans lesquels on est de plus en plus bien finalement. Et d'ailleurs, ça concerne tout type de bâtiment, sur la qualité de service du bâtiment. La gestion de la propriété dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'effectivement, quand on gère un parc, on doit pouvoir gérer ces différentes propriétés par rapport à ça. Pas encore. Non, c'est parce que je lui fais des signes, je lui ai montré qu'il restait que 4 minutes, c'est pour ça. Et enfin, la partie effectivement gestion du RSE, qui est également de plus en plus centrale dans les organisations. Ouais. Donc, je vais recentrer maintenant un peu plus sur le BIM, entre ce slide et celui du BIM sur le slide suivant. Donc, du coup, il nous reste vraiment 4 minutes. Tu peux passer. Donc aujourd'hui, le BIM, comme vous le savez, il est basé sur un standard de données qui s'appelle l'IFC, dans lequel en fait on a très souvent on retrouve la notion d'éléments, de produits constitutifs du bâtiment. Mais en réalité, dans le standard d'IFC, on va beaucoup plus loin que ça, puisque en plus de ça, on a les éléments spatiaux qui sont extrêmement importants sur la gestion, on va dire, en exploitation. Donc tout ce qui est associé à la décomposition des espaces en zones, les zones d'influence, qu'elles soient liées à des métiers, qu'elles soient liées à des équipements. Cette notion de zone est vraiment essentielle au niveau de la partie exploitation. Et également la notion d'acteur. On parlait tout à l'heure de gouvernance de la donnée, ce qui est essentiel effectivement dans ce sujet-là. Et il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui peuvent finalement bénéficier de ces données, partager ou enrichir ces données. Et vous avez potentiellement 2 acteurs clés
là-dessus, notamment en phase de mise en œuvre, on va dire tout ça, qui sont d'une part le BIM Manager, dont vous connaissez à peu près tous, je pense, le rôle, et le MSI dont je parlais tout à l'heure, qui a plutôt pour rôle de finalement fédérer ces différents équipements de terrain qui doivent être connectés. Et avec effectivement, et c'est bon de le savoir également, sur la partie point mesuré, vous avez d'autres référentiels qui sont propres à différents métiers, qui sont portés notamment aujourd'hui fortement par un certain nombre de grosses entités informatiques, donc des gens comme Google, comme des gens comme IBM, des gens comme le W3C qui sont les standards du web, qui définissent en fait des sémantiques qui viennent finalement en complément de la sémantique IFC, notamment pour décrire les équipements qui sont, enfin les équipements, pas les équipements du coup, mais les données qui sont mesurées. Pour donner du sens, par exemple, une température ambiante, elle s'appelle de cette manière-là. Ça aujourd'hui, c'est pas une donnée qui est qualifiée dans l'IFC. L'IFC est plutôt là pour décrire les éléments constitutifs, les acteurs et les éléments spatiaux. Et effectivement, là, c'est plutôt sur les éléments mesurés. Est-ce qu'on peut, je suis désolé, j'accélère un petit peu parce qu'on a pris... Ouais, d'accord, ok. Alors, le REX ne serait pas un REX sans regard et analyse finalement par rapport à où vous en êtes aujourd'hui de ce projet, de ces applications liées au bâtiment d'HEI. Quel est votre retour d'expérience? Quels bénéfices vous avez constatés? Quelles sont les difficultés encore que vous identifiez pour ne pas les reproduire, si j'ai bien compris, demain, ce bâtiment est un petit peu un laboratoire grandeur nature, pour ne pas les reproduire et en tirer des enseignements pour tous les autres bâtiments du campus. Si on peut faire ça en 2 minutes, ça serait super, je suis vraiment navré. Il n'y a pas de souci. Okay. On va essayer de tenir le timing dès que la slide sera là. Et voilà, globalement en termes de constat et de points de vigilance qu'on a pu soulever, là j'ai pris 4 points vraiment principaux qui me semblent principaux. Globalement, c'est qu'aujourd'hui le BIM n'est pas suffisamment tourné vers l'exploitation. Il est vraiment utilisé généralement en conception et on oublie toutes les phases de vie du bâtiment par la suite. Et donc voilà, la conception, c'est juste une toute petite partie du bâtiment. L'autre point qui me semble primordial, c'est qu'aujourd'hui, tous les différents acteurs du secteur ont des approches différentes par rapport aux maquettes BIM. Là, j'ai volontairement mis l'image du Palais Rameau dont on a eu une maquette archi. On voit donc le Palais Rameau qui est bien fait, qui est très joli sur la première image. Et quand on le décompose sur un niveau, je prends juste le rez-de-chaussée, je vois l'ensemble des murs, toute hauteur. Et donc, en exploitation, c'est très compliqué de pouvoir gérer ça comme ça. Donc, en fait, on voit vraiment qu'il y a des approches qui ne sont pas tournées vers l'exploitation encore aujourd'hui dans certains cœurs de métier. Une mauvaise structuration des données, ça c'est aussi quelque chose dont on parle depuis tout à l'heure, hein, mais c'est un point essentiel. C'est le carburant finalement. C'est sans des données qualifiées, c'est un peu le carburant. Le moteur, en tout cas, les mécanismes que vous avez présentés, Michael, ça sert à rien, quoi. Exactement, il y a vraiment cette notion de l'analogie avec le carburant est assez intéressante. Effectivement, on a des données qui sont enfouies et qui sont brutes, et un petit peu comme du pétrole, et il y a besoin de les raffiner pour qu'elles soient utilisées dans les services. Et en effet, si les données sont de mauvaise qualité, le moteur s'enraye. D'accord. Et pour finir, c'est l'approche IFC justement où les acteurs du BIM aujourd'hui, enfin du moins les plus petits ou ceux qui ont le moins de connaissances, n'ont pas encore cette notion assez ancrée de la structuration de données, notamment via les normes IFC ou la norme STAC dont parlait Michael tout à l'heure, ainsi de suite. Beaucoup de pédagogie encore à faire sur le sujet. Est-ce qu'il y a encore une information après ou on est arrivé au bout? Super, écoutez, merci et bravo. Est-ce qu'il y a des questions? On va aller assez vite, je vais en prendre 2 maximum, je suis désolé, et après vous aurez l'occasion, on a un petit temps je pense que ça résonne fort là. Je suis un peu robot. On aura un petit temps d'échange, vous aurez l'occasion d'échanger après. Il y a une question là-bas, je ne sais pas si on peut apporter le micro, s'il a été récupéré tout à l'heure. Merci. Et vous présentez s'il vous plaît. Merci. Bien proche. Bonjour à tous, Lies Alilesh, je suis directeur de projet BIM et SIM Société Magéo à Lille.
Donc j'ai deux questions. J'ai vu que vous avez réalisé cette maquette sur la base d'un DOE. Donc je pense que ça a dû être compliqué hein, si on n'a pas suffisamment de coupes et de détails pour reconstituer un modèle comme ça en 3D. Ma question c'est pourquoi vous n'avez pas fait le choix du nuage de points pour créer ce modèle BIM qui est beaucoup plus précis qu'un DOE. Avec explication, le nuage de points. On peut scanner un bâtiment et le représenter. Quand on parle de nuage de points, on parle de scan d'espace. Et donc, on vient dans le bâtiment pour dire de pouvoir prendre, entre guillemets, une photographie 3D de l'ensemble des pièces, pièce par pièce. Et donc, du coup, ça demande beaucoup de temps. On est sur des bâtiments qui sont occupés et donc qui sont difficilement accessibles puisqu'on n'a pas de moment vraiment avec l'ensemble des pièces qui sont disponibles. Et la raison vraiment première, c'était une question de coût. En 2018, le scan 3D était vraiment beaucoup plus cher que de la numérisation via DOE. Ça s'est démocratisé un peu depuis ? Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que le coût du scan 3D a relativement diminué là depuis Mickaël, 3 vous ans. avez... Ouais, je pourrais compléter rapidement en disant qu'effectivement en exploitation, en réalité l'aspect graphique est assez secondaire par rapport à l'aspect spatial dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est plus important de comprendre que dans le bâtiment de Junia, il y a 15 salles de cours, 3 amphis et des locaux techniques qui sont effectivement un certain nombre de caractéristiques, plus que de savoir que la prise elle est ronde ou qu'elle est carrée, quoi, globalement. Donc effectivement, l'aspect graphique il est très 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 secondaire en réalité en exploitation, voire même contre-productif, et ça fait aussi partie du retour d'expérience, c'est qu'un détail graphique trop important fait finalement qu'on est obligé d'avoir des machines de guerre pour faire tourner des choses et qui du coup ne sont pas utilisées au quotidien par les équipes. Oui, donc un des freins que moi j'ai souvent entendu par le passé, c'est que ça coûte cher aussi de s'équiper en matériel qui peut encaisser sur du BIM dynamique, etc. C'est quoi, c'est 10-15 000 euros un PC qui peut... Voilà, et comme l'objectif c'est de démocratiser ça, il faut que globalement, principalement, enfin demain, que tous les étudiants puissent se connecter à la maquette et en bénéficier. S'ils ont besoin d'un PC de gamer avec une connexion 5G à chaque fois pour pouvoir s'y connecter, c'est un vrai problème. Donc effectivement, en réalité, un des travaux qu'on a dû faire pour l'exploitation, ça a été de simplifier énormément la maquette, plus que de la compléter, notamment d'un point de vue graphique. Autant on l'a complété d'un point de vue data, mais on l'a simplifié d'un point de vue graphique. Alors, une deuxième question. Parce que... Oui, alors rapide, mais qui est directement en lien avec ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que, justement, sur la gestion de la donnée, donc il y a les données dynamiques, donc les paramètres de confort et le Building Operating System, et il y a les données statiques, donc en géométrie et en information. Est-ce que vous avez défini un niveau de détail, ou ce qu'on appelle les LOD, Level of Development, donc optimal pour une bonne gestion et exploitation du projet par catégorie d'objets? Est-ce que par exemple pour un radiateur on met juste un simple volume où il y a une nécessité d'avoir vraiment le type qui est détaillé géométriquement? Grégory ? Alors, comme je le disais justement juste avant Mickaël, c'est pas tant l'image ou la représentation de l'élément qui nous intéresse, mais c'est la data que l'élément contient. Et donc, d'un point de vue graphique, on s'en fiche un peu. D'un point de vue data, c'est là où on cherche à avoir le niveau d'information. La maquette sur HEI a été, je crois, un mix de LOD 100 et 200, je crois, pour répondre précisément à la question. Et je voudrais ajouter quelque chose qui d'ailleurs n'était pas vraiment dans la question, mais qui en fait on était intégré dedans. Il n'y a pas de données statiques dans un bâtiment globalement. On peut considérer que tout est dynamique. Aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on prévoit et qu'on conçoit nos Building Operating System. Toutes les données sont dynamiques, y compris la peinture d'un mur, puisqu'on peut repeindre le mur, on peut bouger une cloison, on peut bouger un meuble, donc tout est dynamique. Très bien. Une dernière question ?
Voilà, vous avez compris, c'est le moment de la pause avec quelque chose. On a un disc jockey qui vous attend dans le hall. Non, j'ai conne. Plus de questions. Bah, écoutez, en tout cas, si vous en avez qui vous arrivent là dans les 30 secondes, dans la minute, vous aurez toute l'occasion parce que c'est le moment de la pause. Alors, on avait prévu 20, il est 48. Je vais vous demander de faire un effort pour contribuer quelque part à cette mission d'intérêt général qu'on a tous, c'est de tenir le timing. C'est de revenir à 16h, s'il vous plaît. Donc, 12 minutes, ça vous laisse le temps de prendre l'air. Je pense qu'on a un petit café qui est proposé, je pense, dans le hall du bas. Voilà, donc on vous retrouve tout de suite. Je vous remercie. On peut les applaudir. Hein. Merci beaucoup, Michael et Grégory. Merci.